Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique-chimie, je vous propose qu'on s'entraîne à décrire le mouvement d'un système. Ok. Et donc là, on va un peu tout revoir, un peu toutes les notions du cours, vous allez voir, vont être balayées dans cet exercice, qui est encore une fois ici extrait d'un devoir sur table, niveau première. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'on puisse s'entraîner sur ce genre d'exercice. Donc là, exercice vraiment très classique, hein, vous allez voir. Donc là, on nous parle d'un astéroïde, ici l'astéroïde Eva. Donc l'astéroïde Eva a été découvert par l'astronome Pierre-Henry le 12 juillet 1876. Son orbite est elliptique et sa masse vaut m égale 1,21 fois 10 puissance 28 kg. Il est passé au plus près du Soleil en E0 le 16 novembre 1996. La figure ci-dessous présente les positions d'Eva, tous les taux égale 4,67 fois 10 puissance 6 secondes dans le référentiel héliocentrique, supposé galiléen. S modélise donc le Soleil. Question 1, donc calculer la vitesse d'Eva en E2 et en 3. Question 2, donc tracer le vecteur vitesse en ces deux points, donc avec pour échelle 1 cm pour 10 000 mètres par seconde. Enfin, question 3, représenter le vecteur variation de vitesse entre les positions 2 et 3 et calculer sa valeur. Question 4, donc Eman est soumis qu'à la force d'attraction gravitationnelle. La représenter en E2 et donner sa formule. Comparer sa direction avec celle du vecteur vitesse entre les positions 2 et 3. Et enfin, donc question 5, à l'aide de la deuxième loi Newton et de la réponse à la question 3, calculer cette force en E3. Puis question 6, là c'est une question bonus, vous n'êtes pas obligé de la faire. Voilà, je vais les laisser parce qu'elle faisait partie de cet exercice, mais vous pouvez ne pas la faire si vous ne l'avez pas vu. Représenter donc les lignes du champ gravitationnel du Soleil. Ok. Donc, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de réaliser cet exercice tranquillement. Là, je vous ai reproduit tranquillement la trajectoire d'Eva, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc, on va démarrer avec la toute première question. Donc, calculer la vitesse d'Eva en E2 et en E3. Donc, donc là, qu'est-ce que je cherche? Donc là, la première étape, toujours en physique-chimie, on met ce qu'on cherche. Donc, on cherche la vitesse en E2. Donc, on note V2. Ensuite, donc là, on va tout simplement, tranquillement, prendre les données de l'énoncé. Donc, on a, pour une vitesse, il nous faut quoi? Il nous faut la distance. Hein. Donc, la distance, ici, donc c'est D. Ou bien, on la note aussi E2 et 3. C'est la distance entre les points 2 et 3. Et donc là, sur le schéma, on regarde à combien de centimètres elle est égale. Donc, on mesure tout simplement la distance entre E2 et E3. Ok. Et donc là, sur le schéma, ici, il se trouve que ça fait, donc là, à mon échelle à moi, 1,5 cm. Donc, égale 1,5 cm sur le schéma. Alors, c'est sur le schéma, encore une fois. Moi, je veux la distance réelle parcourue par mon satellite entre ces deux positions-là, entre 2 et 3. Donc là, pour le coup, là, on nous fournit directement une échelle avec des distances, qui est juste là. Hein. Donc là, pareil, on regarde, on voit que là, une unité astronomique, 1 UA, c'est tout simplement, ici, 2 cm pile. Et donc, 1 UA, on a dit, c'est 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Ok, bravo. Or, d'après l'échelle, il se trouve que 2 cm représente 1,5 10 puissance 11 mètres, hein, donc ce qui est égal à une unité astronomique. Ainsi, donc là on peut faire le calcul directement. Hein. Donc là on a un grand maintenant, on fait directement le calcul. E2, E3, la distance E2, E3, pour la trouver réellement sur le schéma, il suffit de faire 1,5 fois cette distance-là, donc 1,5 fois 10 puissance 11, le tout divisé par 2. Et donc si j'effectue ce calcul-là, je vais comme ça trouver la bonne distance. Et donc là, en respectant bien les chiffres significatifs, on regarde. Hein. Bon, là, donc 1 UA, on peut considérer. Donc là, 1 UA, c'est pas trop grave, hein, on prend pas cette unité-là. C'est cette donnée-là qu'on va prendre. Donc là, on a deux chiffres significatifs. Ici, alors, comme on mesure la règle, c'est précis au centième près. Hein. Ok, enfin dixième près plutôt. Donc là, on a deux chiffres. Donc je vais donner le résultat avec deux chiffres significatifs. Donc ça fait 1,1 fois 10 puissance 11. Et donc là, mettre dans la réalité. De plus, delta T, il est donné dans notre énoncé, c'est 4,67 10 puissance 6 secondes. Donc ainsi, je trouve que V2, c'est donc la distance E2, E3 sur la chose suivante, donc sur delta T, ce qui est égal, donc on a dit 1,1 10 puissance 11 sur 4,67 10 puissance 6. Et donc quand j'effectue le calcul, on peut le faire. Hein.
Donc là, encore une fois, on va essayer de garder le plus petit nombre de chiffres significatifs. Là, on a 2 chiffres, là, on a 3 chiffres significatifs. Donc on va arrondir le résultat avec seulement 2 chiffres significatifs. Donc ici, ça fait 2,4 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Alors, soit vous l'écrivez comme ça, soit vous l'écrivez pas en notation scientifique. Moi, c'est vrai que je trouve la notation scientifique pour conserver le bon nombre de chiffres significatifs, c'est pratique. Au moins, comme ça, on vire toutes les données qui n'ont pas de signification dans notre résultat. Ok. Tandis qu'avec l'écriture décimale, c'est plus compliqué. Ok. Ou sinon, dans ce cas-là, si vous voulez le résultat réel, ok, vous trouvez environ 23 554 donc mètres par seconde. Donc, ce qui peut s'arrondir à 24 000 mètres par seconde. Ok. Alors, du coup, pour la deuxième vitesse, donc V3, on cherche V3, bah, vous avez compris le principe. Donc, V3, vous mesurez la distance, ce coup-ci, E3, E4. Et donc là, la distance E3, E4, on peut la mesurer sur ce schéma. Il me semble qu'on trouve à peu près la même chose. Oui, c'est ça, 1,5. Donc, du coup, on trouve 1,5 cm. Là, pareil, selon si vous avez sujet original, pas sujet original, on peut avoir des petites divergences. On peut trouver un peu moins. Je crois que c'est 1,4, parfois on peut trouver, ou 1,6. En tout cas, une petite marge. Comme la règle, elle est graduée au millimètre près. Et bah donc on a une incertitude de 0,1 mm. Ok, bah enfin on a une incertitude d'un millimètre près quoi. Ok, ça je veux dire. Donc du coup ça 1,5 cm sur le schéma. Là du coup d'après l'échelle, alors là je vais aller un peu plus vite, on l'a déjà dit, mais d'après l'échelle E3 et 4, bah ça équivaut à 1,1 fois 10 puissance 11 mètres dans la réalité. De plus, delta t, on trouve 4,67 10 puissance 6 secondes. Ainsi, bah, on trouve que V3 c'est la chose suivante. C'est donc la durée, c'est donc tout simplement la distance, E3 et 4 sur delta t. Donc encore 1,1 10 puissance 11 sur 4,67 10 puissance 6. Et donc là, normalement, on trouve 2,4 10 puissance 4 mètres par seconde. Voilà, donc là, c'est fait pour la question du bruit. Bon, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite quand même. Donc là, tracer le vecteur vitesse en ces deux points en prenant pour échelle 1 cm pour 10 000 mètres par seconde. Alors là, on voit que les deux vitesses sont quasiment identiques. Voilà, encore une fois. Donc là, la méthode que je vais appliquer pour l'une, pour trouver tout simplement la vitesse sur le schéma, ok, pour représenter la vitesse sur le schéma, ça va être la même pour l'autre en fait. Ok, donc du coup, ça va être très simple, on va dire que d'après l'échelle. Alors là, ce qui est bien en première, vous pouvez aller assez vite sur le calcul. Je l'explicite à l'oral, mais vous, quand vous écrivez, vous pouvez aller assez vite. Ok. D'après l'échelle, on a quoi? 1 cm, ça équivaut à 10 000 mètres secondes. Donc ici, je cherche la valeur de V3 sur le schéma, sachant qu'ici, tout simplement, on a 24 000 mètres par seconde. Ok, ou 2,4 fois 10 puissance 4, ok, mètres par seconde. Donc du coup, V3, il suffit de faire un produit en croix. C'est donc 1 fois 24 000 divisé par 10 000. Ça fait 2,4 cm. Donc là, c'est un schéma toujours. Et comme V3, c'est égal à V2, ok, et dans ce cas-là, V2, c'est aussi le même calcul, 1 fois 24 000 divisé par 10 000, ce qui fait 2,4 cm sur le schéma. Ok, voilà. Et donc là, on va aller représenter ces deux vecteurs-là sur le schéma. Donc là, une fois que j'ai appliqué mon échelle, le plus dur est fait. Et il suffit juste que je représente ces deux vecteurs-là sur le schéma. Donc pour représenter la vitesse en point 2 ici, je prends la position avant, je prends la position après, et je fais un segment qui relie les deux. Ok. Voilà, donc j'ai fait ça. Et après, ce que je fais, là, soit vous prenez rapporteur, vous prenez tout ce que vous voulez, ou soit vous arrivez à le faire à l'œil nu, vous faites une parallèle qui passe jusqu'à E2, et donc, vous allez comme ça tracer le vecteur vitesse, partant du point 2, et mesurant donc 2,4 cm qu'on a dit, et tout en suivant la direction qu'on a dit, donc entre la position 1 et la position 3, et tout en mesurant la bonne longueur. Donc là, V2 par là, et là, du coup, on va faire la même méthode pour le vecteur vitesse en position 4, en position 3. Donc là, je trace la corde qui passe par 4 et par 2. Ensuite, je trace un parallèle tout en passant par 3. Voilà. Donc j'arrive ici. Et après, le vecteur vitesse, donc je le mets dans le sens du mouvement, ce sens-là. Et donc, suivant la direction, donc encore une fois,
toujours ma parallèle, et dans la norme, et suivant la norme, donc 2,4 cm qu'on a dit. Voilà, comme ceci. Donc ici, on est en présence du vecteur V3. Vecteur vitesse. Bon, ensuite, donc question numéro... Donc là, on est sur la question 3, 2, donc on va faire la question 3. Donc, question 3, hein, représenter le vecteur variation de vitesse entre les positions 2 et 3, puis calculer sa valeur. Donc, la question, encore une fois, qui peut faire très mal si on n'est pas à l'aise avec les soustractions vecteurs. Donc, on va refaire un peu de soustraction de vecteurs, vous allez voir, c'est marrant. Voilà, enfin, c'est marrant. C'est marrant, effectivement, si on maîtrise la chose. Et donc, comme ça vous permet de réviser. Ok? En même temps, pour ceux qui font ce maths. Donc, du coup, tracé de vecteur variation de vitesse. Bah, déjà, il faut préparer le compas, hein. Ça va nous servir. Et donc, comment je fais pour tracer le vecteur variation de vitesse entre les positions 2 et 3? Bah, je prends le vecteur vitesse V3 et je viens coller le vecteur vitesse moins V2. Ok? Donc, c'est pour ça que je prends mon compas, comme je viens de le faire là. Et donc, je vais reporter la longueur du vecteur vitesse V2. Et donc, comment je vais faire? Bah, je vais tout simplement piquer la pointe du compas sur la pointe, en fait, du vecteur vitesse V3. Ok, voilà. Et donc, je trace un arc de cercle comme ceci. Ensuite, deuxième étape, donc, consiste à tracer une parallèle. Donc, une parallèle au vecteur vitesse V2 et passant par cette extrémité du vecteur V3. Donc là, comme ça, quand je fais ceci, et ben, je trace le vecteur moins V3. Ok, donc là, je trace en pointillé peut-être. Donc là, ici, j'ai moins V3. Moins V3. Et donc, ensuite, une fois que j'ai tracé le vecteur vitesse moins V3, et bah, comme il s'agit du vecteur variation vitesse entre 2 et 3, et bah, je vais tout simplement partir du point 3, aller jusqu'à l'extrémité de moins V3, et celui-ci, donc ce vecteur-là, et bah, ce sera le vecteur variation de vitesse entre 2 et 3. Donc, c'est delta V entre 2 et 3. Voilà. Donc là, on a tracé ce fameux vecteur vitesse, ce fameux vecteur variation de vitesse entre 2 et 3. Il suffit maintenant que je mesure sa norme. Donc là, sur le schéma, hein, on voit que sa norme sur le schéma, c'est environ 0,9 cm. Ok, voilà, même 0,8 d'ailleurs, 0,8, 0,9. Hein, voilà. Donc on va dire 0,8. Question 3. Donc delta V entre les positions 2 et 3 mesure sur le schéma, donc environ 0,8 cm. Donc delta V entre les positions 2 et 3 égale, alors là pareil, deux façons de dire les choses. Soit vous dites delta V, le vecteur variation de vitesse, et bah, a une valeur de temps. Donc là vous décrivez la phrase complètement en français. Ou soit carrément, là pareil, vu qu'on est en présence de normes en physique, et bah vous retirez complètement la barre du vecteur là, la flèche du vecteur, et donc vous mettez variation de vitesse entre 2 et 3 est égale. Donc là, tout simplement 8000 mètres par seconde d'après échelle. Mais en aucun cas, vous mettez la barre, la flèche là, du vecteur vitesse. Sinon là, c'est pas correct. On n'écrit jamais un vecteur égal en nombre. Ok, c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose à faire il va falloir le mémoriser. Ok, donc d'après l'échelle. Alors ensuite, question numéro 4. Donc question 4, là, ça va être amusant. Donc question 4, on dit que Eva n'est soumise qu'à la force d'attraction gravitationnelle en position donc E2. Donc là, on demande de la représenter et de comparer la direction avec celle du vecteur variation de vitesse entre 2 et 3. Donc là, encore une fois, en réalité, c'est presque même une question courte, celle-là, vous allez voir. Donc on a dit Eva est soumise à la force d'attraction gravitationnelle en position 2. Ok, ça veut dire quoi, force d'attraction gravitationnelle? Ça veut dire qu'en fait, notre satellite, là, il est attiré par le Soleil. Ok, bravo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va représenter une flèche qui part de E2, comme ceci. Et donc, on va tout simplement la tracer dans ce sens-là. Alors là, du coup, on note ça FG, on a force gravitationnelle. Ok, comme vous avez pu le voir dans le cours, dans le cours qu'on avait fait, la vidéo cours. Et donc là, et bah, tout simplement, on ne nous a pas précisé d'échelle, donc on peut la représenter comme ceci. Ok, et donc là, encore une fois, comme Eva est soumise qu'à la force d'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire qu'elle est attirée par le Soleil. Ok, donc je pars de E2 jusqu'au Soleil, ok, direction. Et donc le sens, c'est de E2 vers le Soleil. Ok, bravo. Ça c'est fait. Pour la question numéro 2. Enfin, c'est quasi fait pour la question 2. Ok. Et donc pour répondre totalement à cette question numéro 4, donc on demande aussi de comparer la direction avec celle du vecteur variation de vitesse entre les positions 2 et 3. Donc là, on peut constater, hein, on constate que tout simplement la force d'attraction gravitationnelle et delta V entre les positions 2 et 3 sont donc de même direction. Ok, alors du coup question 5, à l'aide de la deuxième loi de Newton et de la réponse à la question numéro 3, calculer cette force en position E3. Donc du coup, question 5 on a dit, on cherche donc
FG, ok, voilà. On a, donc on met les données qu'on a. Donc là, ici, on demande de le faire à l'aide de la deuxième loi Newton. Vous vous rappelez, la deuxième loi Newton, donc il vous faut une force, il faut la masse du système, il vous faut une variation de vitesse et une certaine durée delta t. Ok, donc du coup, ici, j'ai la masse du système qui m'est déjà donnée. Donc on peut relire ça dans l'énoncé tranquillement. C'est 1,21 fois 10 puissance 28 kg. J'ai deuxième donnée qui m'est donnée. Donc j'ai la durée delta t entre deux positions successives, 2 et 3 du coup, qui est égale à 4,67, 10 puissance, on a dit 6 secondes. Et enfin, troisième donnée que j'ai, c'est la variation de vitesse entre les positions 2 et 3. Donc là, on a dit c'était environ, alors de mémoire, c'était, on avait dit 8000 mètres secondes. Or, d'après la seconde loi Newton. Alors, on dit la seconde loi Newton, mais si vous êtes un peu plus vieux, peut-être vous connaissez un autre terme pour parler de la seconde loi Newton, vous connaissez le PPFD, principe fondamental de la dynamique. Donc là, si vous êtes très vieux, vous connaissez, au lieu de dire deuxième loi Newton, vous dites PPFD, parce qu'en fait, c'est le principe fondamental de la dynamique. C'est comme ça, vous l'avez appris. Bon, ce principe fondamental de la dynamique, ça repose sur la seconde loi Newton. Alors, or, d'après la seconde loi Newton approchée, du moins, somme des forces extérieures est égale m fois delta v sur delta t, ok. Comme somme des forces extérieures est égale donc à seulement la force de gravitationnelle, car c'est la seule force présente dans notre cas. On a donc la chose suivante. Fg égale la chose suivante. M fois delta V sur delta T. Fg égale la chose suivante. Donc on a dit c'était les 1,21 kg fois 10 puissance 28 fois delta V. Delta V, on a dit c'est 8000 mètres par seconde sur la durée delta T. 4,67 fois 10 puissance 6. Et donc on trouve Sg égale la chose suivante, la force d'attraction gravitationnelle. Donc on trouve Sg égale la chose suivante. Donc là on va arrondir avec le petit nombre de chiffres significatifs. Là j'en ai 3. J'en ai 3 ici, j'en ai 4 ici. Donc on va arrondir avec 3 chiffres significatifs. Donc ça fait 2,07 fois 10 puissance 25 Newton pour la force d'attraction gravitationnelle. Exercée sur notre astéroïde. Ok. Enfin question 6, donc il s'agissait de tracer les lignes du champ de gravitation. Donc les lignes de champ de gravitation, en fait, c'est tout simplement ces lignes-là. Alors, comment on peut les représenter? Alors là, je vais les représenter d'une autre couleur. Ok, je vais les représenter en vert comme ça. Donc, par exemple, je prends un point de la trajectoire. Et donc, comme il s'agit tout simplement du soleil qui attire l'astéroïde, on va le représenter comme ça. Ok, donc je trace une ligne partant d'un des points de la trajectoire qui va vers le soleil. Et donc, tout simplement, je mets une flèche pour dire tout simplement que c'est le soleil, en fait, qui attire l'astéroïde, comme je fais là sur les choses comme je fais là pour l'ensemble des points. Ok, donc on va continuer un petit peu de travail et après comme ça on aura l'ensemble des lignes du champ de gravitation. Voilà donc l'ensemble des lignes du champ de gravitation. Alors petite remarque aussi qu'on peut regarder. Alors plus on s'éloigne en fait du soleil et plus on constate effectivement que la vitesse diminue parce qu'on est toujours sur le même intervalle de temps et la distance parcourue. 6,67 fois 10 puissance 11 unités du système international. Alors justement cela, on va l'expliquer un peu mieux l'année prochaine. Notamment à l'approche des lois de Kepler. Ok, c'est les lois de Kepler qui vont nous expliquer pourquoi lorsqu'on se rapproche du soleil, un objet aura tendance à aller, se rapproche d'une étoile en fait pour généraliser, un objet aura tendance à aller plus vite que quand justement on s'en éloigne. Ok, vous comprendrez ça mieux l'année prochaine avec les lois de Kepler. Voilà, sur ce c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.